De tout temps, les machines ont fasciné les hommes. Avec l'apparition des ordinateurs, de la micro-informatique et du jeu vidéo, cette fascination tourne parfois à la vénération. S'il y a une communauté où cet amour de la machine est le plus visible, c'est bien celle des gamers. Leur machine, bonne à tout faire, vecteur de travail, de communication et de loisirs, devient alors un objet privilégié du quotidien, un objet de désir, d'obsession, voire d'addiction. Très tôt, on va dire dès les années collège, j'ai toujours été attiré par le domaine informatique, les nouvelles technologies. Donc bien avant d'avoir du matériel, je me documentais, je lisais des bouquins là-dessus. Et mes parents m'ont payé un premier ordinateur, je vais être en seconde. Et là, j'ai commencé tout de suite à ouvrir les machines, à bidouiller dedans, à modifier les ordinateurs. Les hommes n'ont pas peur d'ouvrir une machine, d'aller voir à l'intérieur. Hein. Alors que les femmes n'ont toujours peur de le blesser, par exemple, en l'ouvrant. Cette idée-là de si on ouvre une machine, on va le blesser, on va lui faire mal. Et qui sont-ils, ces losers? Nous, monsieur. Je suis une femme. Aïe. Les hommes, eux, n'hésitent pas à véritablement la maltraiter des fois, l'ouvrir, l'éviscérer quelque part, pour l'améliorer. Dans le but toujours également de la compétition. Il faut voir que c'est quand même cette quête-là qu'on a, qui est de la compétition, de la rivalité phallique profondément masculine. La machine que j'ai construite, ma première machine là, j'ai deux machines, ma machine principale, je l'ai montée petit à petit. J'ai pris un boîtier, j'ai vidé tout ce qu'il y avait dedans et j'ai tout fait sur mesure avec du plexiglas pour loger 10 disques durs avec un total de 1 Teraoctet 2, donc 1200 gigaoctets, lecteur graveur. Ça y est, le mot est lâché, le phallus. Je sais. Certains trouvent cela un peu tiré par les cheveux. Pourtant, à bien écouter les hommes parler de leur machine, il y a de quoi se poser des questions. Alors, en termes de machine, j'ai eu, on va faire les plus récents. J'ai eu un 486 DX400. Il y avait un disque dur de 540 mégaoctets, une carte vidéo avec 2 mégas. Après, j'ai eu un Pentium 103, ensuite j'ai eu un Pentium 2 203, un PC 400, j'ai une carte mère, une Asus A7N8X-X. J'ai une GeForce 5009 XT. J'ai 1 Go de RAM générique. Et là, j'en suis à un Athlon à 4 GHz, un 4000+. On n'a pas grand-chose à lui reprocher à cette machine, quoi. Voilà, donc pour l'instant, j'ai une machine vraiment top, quoi, et je vais essayer d'en profiter un maximum, quoi. La passion qu'ont les hommes, de façon privilégiée pour la technologie, c'est une lutte contre, quelque part, la castration. C'est-à-dire, encore une fois, contre ce manque, quelque part, ils vont découvrir l'outil, l'arme, qui va permettre de combler cela, d'être actif, véritablement. Et la machine rentre dans cet ordre d'idée-là. C'est leur complément, ce qui leur manque, quelque part, pour s'affirmer. Vous n'avez rien compris à ce déballage de termes techniques, eh bien nous non plus. C'est bien beau de s'affirmer au travers de sa machine, mais encore faut-il que tout le monde puisse comprendre. À moins que ce ne soit que de l'esbrouf. Mais avant de porter des jugements hâtifs, nous avons traversé tout Paris pour interviewer l'un des fondateurs du site Jackie PC, afin de faire la lumière sur les us et les coutumes de cette étrange caste, à commencer par son nom. Le tuning PC, ça consiste en la personnalisation d'un ordinateur, c'est-à-dire modifier l'esthétique, les performances, et pourquoi pas le logiciel aussi, avec un Linux différent ou autre. Donc pour l'esthétique, c'est principalement une peinture, une vitre, de l'éclairage. Pour les performances, de l'overclocking, du watercooling. Et pour le logiciel, installer Linux, une autre distribution, changer Windows, etc. Mais on pense surtout à l'esthétique et aux performances. Les personnes qui font du tuning, on appelle ça communément des jackies. Bon, bien sûr, ça a le côté second degré, mais t'es un mec de Jackie PC, t'es un jackie. Ensuite, la question, c'est est-ce que t'es un nerd ou un geek? Alors, ma version à moi, c'est un nerd, ça va être un passionné de sciences, de maths, de physique, d'astronomie, de tout ce qui est comètes, etc. Vraiment, quelqu'un qui est passionné de calcul mental pour calculer la racine de pi. Ça va être un nerd. Son seul ami,
va être son ordinateur ou sa On calculette. n'est pas de la ferraille, on n'est pas des bidons. Et on ne se laissera pas traiter de cette manière. On peut paraître un petit peu dans une bulle à part des autres lorsqu'on parle informatique, mais on est très ouvert avec les autres et dans notre groupe d'amis, il n'y a pas que des informaticiens d'ailleurs, heureusement. Et il y a un petit monde à part, c'est vrai que lorsqu'on est connecté informatique, on va parler informatique, mais on n'est pas du tout à part. Au contraire, on aime bien s'intégrer aux autres et faire découvrir, ma foi, l'informatique à des gens totalement novices, sans forcément être barbant. Le nerd, on peut un peu imaginer ça comme Bill Gates. Quoique Bill Gates, on va voir par la suite, est peut-être devenu geek. Le geek, c'est quoi? C'est plutôt quelqu'un qui peut aimer l'informatique, mais qui aime aussi la science-fiction, jouer aux jeux vidéo, etc. Il a des amis, la grande différence, il a des amis, mais qui sont uniquement geeks. C'est-à-dire qu'il va parler avec ses potes du dernier jeu vidéo qui est sorti, du dernier Star Wars qui va bientôt sortir, mais lui, il va avoir des amis, il va sortir, aller au ciné, voir ses potes, sortir entre potes. Après, la question, est-ce que le Jackie est geek ou nerd? On se considère plutôt comme des geeks que comme des nerds. Vu que nerd, vu le portrait que j'en ai fait, c'est quand même assez péjoratif. Les geeks se revendiquent geeks, mais les nerds ont peut-être un peu de mal à l'assumer et à le dire. Moi, je me classe plus dans la catégorie modeur, tuner. Parce qu'assembleur, c'est pas intéressant, c'est juste emboîter les pièces selon un schéma précis. Le tuner fréquente plusieurs types d'endroits assez différents. Le premier, c'est bien sûr le magasin d'informatique. Plus spécialement, tous les magasins rue Montgalais, les assembleurs pour trouver des composants, au plus bas prix si possible, les boîtiers, les alimentations. C'est au cœur du 12e arrondissement, à quelques centaines de mètres de l'un des plus célèbres supermarchés de l'informatique, qu'une petite rue, jadis au lieu de l'ébénisterie, fait de l'ombre aux géants de la distribution. Hormis 2 bars esselés, une cinquantaine de boutiques se disputent le client à coups de promotion et de prix cassés. Bienvenue au royaume des tuneurs, des modeurs et autres assembleurs. Le PC Tuning existe depuis longtemps, on va dire depuis 7-8 ans. Mais bon, c'était beaucoup développé par les particuliers à leur domicile. Donc ils s'amusaient à fabriquer des néons, tout ce qui est luminaire, à leur usage, on va dire, personnel. C'est pas une opération qui s'est faite du jour au lendemain, c'est une progression en fait plus qu'autre chose. Ça a commencé, moi je dirais, il y a quasiment 20 ans, où quand on était jeune, un peu comme moi, on avait à peu près 12-14 ans, on s'amusait à sortir une bombe de peinture, on s'amusait à mettre des petits tags, à se faire nos petits graphes, à commencer à faire un petit peu des petites modifications dans ce goût-là. Et en fait, en y regardant bien, ça s'est fait un peu d'une façon universelle sur tous les pays classiques en Europe, aux États-Unis et à droite à gauche. Bon, c'est un concept américain, mais bon, l'Asie, avec, on va dire, il y a vraiment peu de décalage entre les États-Unis et l'Asie. Hein. Bon, juste après, l'Asie a commencé à développer le tuning, mais on va dire un peu mieux. Il y a des industriels qui se sont intéressés à ce filon. Donc ils ont commencé à fabriquer justement du matériel tuning pour les PC. Et donc on va dire que ça a pris un bon essor à partir il y a 2-3 ans. Le nombre des tuneurs commence à augmenter de jour en jour, c'est vrai. Ça commence à se démocratiser. D'ailleurs, même au niveau des commandes, on commande beaucoup plus de ventilateurs lumineux, de néons, de grilles pour ventilo, tout ça, d'alimentation, même les alimentations lumineuses commencent à rentrer dans les ventilateurs pour processeurs lumineux, tout ça commence à rentrer petit à petit dans nos stocks, de plus en plus, on va dire, à plus grande quantité. Le tuning, on a principalement 3 spécificités. La première, c'est donc l'esthétisme, tout ce qui est carcasse extérieure, la peinture, la lumière, etc. Certaines personnes ne font que ça, ne sont intéressées que par ça, mais la plupart du temps, elles font un peu des 2 autres parties. La seconde étant l'overclocking, l'amélioration des performances. On overclock le PC, on le fait fonctionner plus vite, donc on le refroidit mieux en ajoutant un water cooling, etc., voire de l'azote liquide, etc. Et la troisième phase, enfin tendance plutôt, c'est carrément l'inverse. C'est on veut un PC le plus discret possible. Ça s'appelle le muting, c'est-à-dire réduire le bruit de l'ordinateur. Et la plupart du temps, en fait, les personnes qui font du tuning font un mélange des 3. Pourtant, à voir la devanture de certaines boutiques, il est évident que la discrétion n'est pas un souci majeur, bien au contraire. Pour certains tuneurs, à l'image du monde automobile, l'apparence de la machine est primordiale. Ainsi, à titre d'exemple, Montgalais a vu le nombre de ventes de ventilateurs lumineux tripler en moins de 2 ans. Avant, on avait le choix entre un boîtier blanc ou au pire un boîtier noir. Il n'y avait pas vraiment de design. Maintenant, on a de la chance d'avoir des boîtiers un peu plus flashy. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est quand même pas mal. Je trouve ça assez joli. Et on a des boîtiers avec des vitres aussi sur le côté. On a des boîtiers
Ouais, c'est design avec pas mal de trucs en fait. On a beaucoup de couleurs, des formes un peu différentes du boîtier basique blanc standard qu'on trouve dans les sociétés. Maintenant, ils vont développer des châssis de tour avec des diodes intégrées dans le plexiglas. Donc ce sera toujours le même concept, mais bon, ce sera plus joli. La démarche est primordiale, que l'ordinateur soit esthétique et performant à la fois de toute façon, parce que ça s'associe. Ça sert à rien d'avoir un bon PC qui tourne bien et qui à l'extérieur, bon, quand les gens voient en LAN, ça donne pas bien à l'œil, quoi. Il vaut mieux avoir un bon PC qui tourne bien et qui soit beau à la fois, quoi. Il y aura toujours des nouveautés, des gens qui vont chercher à se différencier des autres, à être original. Ça va être con à dire, mais c'est vrai que je change de boîtier à chaque fois que je fais une LAN. Alors ça, je sais pas, c'est un tic. Soit ça, c'est une question à pas de chance, puisque à chaque fois je formate ou j'ai un problème niveau matériel, soit non, je sais pas, je pourrais pas dire. Je change comme ça quand j'en ai envie. Quand quelque chose me plaît, je le prends et puis voilà, quoi. Ce qui se passe simplement, c'est que dans le monde des hardcore gamers, ils n'hésitent pas à améliorer à tout point de vue, tant en termes technologiques que de look, leur machine. Et on voit aujourd'hui des choses hallucinantes, à savoir qu'ils peuvent partir à l'image du marché automobile, où vous pouvez acheter une épave et puis la reconstruire pièce par pièce, et puis en faire une véritable auto avec du tuning. Là, ils vont, par exemple, rendre totalement transparent, c'est-à-dire translucide, le boîtier de la machine, y intégrer des néons à l'intérieur, faire un refroidissement liquide au niveau de la ventilation de la machine, ce genre de choses, ce qui fait qu'ils vont y coupler à la fois les performances technologiques par des produits d'assemblage, à un look très futuriste, au niveau donc de leur machine. Pourquoi s'intéresse-t-il tant que ça à l'image, à l'apparence en tout cas de la machine? C'est qu'il y a eu un déplacement qui s'est opéré. On est passé de l'image contenue dans l'écran à celle qui la générait, c'est-à-dire à la machine elle-même. Là, on ne peut pas véritablement parler d'amour de la machine. C'est-à-dire cette machine quand même qui apporte tellement de choses, des images, du son, du plaisir également, c'est pas anodin. Et donc, elle est devenue, cette machine, un objet à part entière qu'on peut décorer, qu'on peut mettre en valeur, parce que c'est ça véritablement, mettre en valeur. Elle a véritablement été investie, c'est quelque chose de typiquement masculin aussi, il faut le reconnaître, mais l'ordinateur devient un objet de désir. Le geek, dans le sens Jackie, va quand même essayer de faire quelque chose de personnel dans le SIAM. Il va personnaliser son ordinateur et il va lui vraiment l'adapter dans le goût, enfin dans le petit détail qui va lui faire plaisir. Mais ne croyez pas pour autant que les boîtiers extravagants, les ventilateurs lumineux et autres extensions esthétiques soient les seuls apparats des amoureux de la machine, car une autre frange de cette communauté s'est attachée cette fois plus au fond qu'à la forme. Ma démarche est plus axée sur la performance que l'esthétique. Alors évidemment, il y a un côté esthétique, on est tous entre nous, en réseau, on aime bien montrer notre machine. Donc c'est un petit peu une vitrine technologique, c'est pour ça qu'il y a souvent des vitres où les machines sont ouvertes. Pour les tuneurs, le contenu n'est pas tellement intéressant que ça, sauf quand il leur permet d'exprimer le potentiel de leur machine. Pour spécifiquement ceux qui sont dans la performance, il faut un programme gourmand par exemple pour mettre en valeur que il tourne. Par exemple, Half-Life 2 tourne très très bien sur cette machine tellement elle est puissante. Avant tout, ce que l'on veut montrer à l'intérieur, c'est la performance, le défi, pousser au maximum les limites de la machine. Pour pousser la machine dans ses retranchements, tous les moyens sont bons. Dès lors, on semble s'éloigner de l'informatique grand public pour assister à de curieuses mutations. De l'eau qui côtoie l'électronique, cela vous semble ubuesque, voire dangereux. Pourtant, c'est la tendance qui, derrière les ventilateurs lumineux, enregistre la plus grande progression. Le water cooling consiste à refroidir son PC par un autre système que l'air. Le principe de fonctionnement, c'est exactement le même que pour refroidir un moteur à explosion dans les voitures. L'eau passe dans ce qu'on appelle un water block, c'est-à-dire au niveau des processeurs ici. L'eau accumule la chaleur et la chaleur est dissipée dans le radiateur. Et la pompe fait le circuit, tout simplement. C'est pour éviter justement d'avoir plusieurs ventilateurs qui tournent en même temps dans l'unité centrale, parce qu'au bout d'un moment, ça fait comme du bruit.
Donc il y a des gens qui recherchent aussi ce qui est silencieux. C'est vrai que la vraie tendance, c'est le silence. C'est vraiment les gens, j'ai beaucoup de clients qui viennent et qui me disent je dors à côté de mon PC, je te laisse allumer toute la nuit, et j'en ai marre de l'entendre, c'est ce qui revient le plus souvent. Pour améliorer le silence, c'est vrai qu'il faut, ça demande un grand investissement d'argent, donc il faudrait changer par exemple son boîtier d'alimentation, ça peut être aussi le ventilateur du processeur. Ça peut être aussi le ventilateur de la carte graphique, il y a le disque dur aussi, des fois qui peut gratter quand il fonctionne. D'ailleurs, on en entend un. Ça peut être plein de choses comme ça, comme le lecteur quand il tourne, le lecteur DVD. Généralement, quand il lise à pleine vitesse, on entend des espèces de vibrations. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent faire du bruit et c'est vrai qu'on peut changer toutes ces pièces ou choisir certaines pièces, certaines références et avoir du matériel très silencieux et avoir quasiment un PC où on n'entend plus rien. Le water cooling permet donc de refroidir plus efficacement et plus silencieusement le ou les processeurs. Mais certains programmes, et notamment les jeux, sont de plus en plus gourmands en ressources système, ce qui a donné naissance à un autre bricolage de génie, non sans conséquences. Le principe de l'overclocking qui fait en quelque sorte partie du tuning, c'est de faire fonctionner le microprocesseur à une vitesse supérieure à celle d'origine. On va faire des petits réglages dans le BIOS, etc. pour faire fonctionner le processeur plus rapidement, comme si on améliorait l'injecteur de sa voiture. Le processeur va tourner plus vite, il va fonctionner plus rapidement, il aura des meilleures performances pour jouer, pour calculer, etc. Par contre, il va chauffer davantage, il va falloir donc améliorer la dissipation thermique, c'est-à-dire améliorer le flux d'air, voire mettre un système de refroidissement en haut. C'est une conséquence de l'overclocking. Le water cooling bricolé maison, l'overclocking fou, avoir certaines réalisations, pas de doute, les tuneurs aiment le risque. Mais ne croyez pas pour autant qu'on en ait atteint les limites, car le pire est à venir. Bien qu'en France le water cooling soit en plein essor, aux États-Unis il fait déjà partie du passé, car une nouvelle technologie qui fait froid dans le dos vient le supplanter. Autre tendance également au niveau du tuning water cooling, ça va être le refroidissement par compresseur. Et ça nous permet d'atteindre des performances extrêmes en descendant en dessous de 0 degré la température du processeur. C'est moi le meilleur! Voilà, alors en fait, lorsque le gaz envoyé compressé justement par ce compresseur, lorsqu'il se détend, il devient très froid. Donc c'est un peu plus complexe, un peu plus dangereux parce qu'on fait appel à des gaz qui peuvent être nocifs ou voire explosifs. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est la condensation. On descend en dessous des 0 degrés Celsius, donc forcément, il y a la condensation qui se forme tout autour des conduits. Et ça, il faut une isolation parfaite pour pas qu'il y ait de condensation sur les composants électroniques. Auquel cas, on peut détruire la carte mère et tout ce qui est connecté. Je peux vous citer un ami qui a un Centrino, un processeur Centrino à très bas voltage et qui le passe de 2 Go à 5 Go avec de l'azote liquide. Donc l'azote liquide, c'est un système de, comme on pourrait dire, un frigo. Et on peut avoir des températures pour des processeurs allant de moins 30 à facilement moins 70 degrés pour les meilleurs systèmes de refroidissement. Et par contre, ça demande vraiment des connaissances techniques très poussées. Et c'est vraiment pas installé par l'utilisateur lambda. Avec de telles technologies d'avant-garde et de telles méthodes, il est vrai que nos tuneurs sont souvent à la pointe du progrès en perpétuelle expérimentation. Peut-être comptons-nous dans leur rang les chercheurs de demain, mais il n'y a pas de recherche sans rater, d'omelette sans casser les œufs, et nombre de composants sont abandonnés sur le champ de bataille. Le risque en faisant de l'overclocking, c'est que le composant crame, claque. Pour un processeur, il va brûler, il va être un peu, soit il va pas marcher, soit il va être carrément cramé. Là, si certains l'envoient au SAV, on est là pour vous sauver! Directement chez Intel ou chez AMD, ce qu'on pense quand même, c'est que Intel va carrément voir si le PC a été overclocké ou pas, si le microprocesseur a été overclocké. Certains arrivent à se faire échanger leur microprocesseur, mais on pense que qu'Intel est tout à fait conscient, c'est plus par geste commercial, pour entretenir un peu la communauté qui va essayer de faire fonctionner le tout dernier processeur Intel, parce que si quelqu'un arrive à le faire fonctionner à 4 GHz, ça va faire le tour des sites internet, et ça va quand même être une bonne chose pour Intel ou AMD.
Donc les petits effets négatifs, c'est qu'il va avoir des retours en SAV, mais je pense que Intel, c'est tout à fait ce qu'il fait, le fait en connaissance de cause, et que les tuners ou les overclockers sont pas du tout hors la loi, c'est presque un jeu entre eux et les fabricants. Les rois du marketing l'ont compris, toute cette génération d'amoureux de la machine sera peut-être une génération de décideurs demain. Ou tout du moins d'ingénieurs ou de directeurs des achats. Ceci explique donc cela. Alors allons-y, cramons tout ce qui calcule. Le record à battre est pour le moment de 6,4 GHz. Qui dit mieux ? Pour pouvoir tuner un PC, il faut quand même s'y connaître un minimum en informatique, dans le sens savoir monter soi-même son PC, ou bien savoir le démonter s'il a déjà été monté. Pas avoir peur de débrancher quelques câbles, etc. Donc avoir une mini connaissance en informatique. On a un minimum de connaissances en bricolage, encore que la plupart apprennent sur le tas, avec des résultats plus ou moins réussis les premières fois. Il faut avoir plutôt un mélange d'un peu tout. Connaître un minimum d'électronique, c'est-à-dire si on a manié un fer à souder en cours de techno, ça aide un tout petit peu s'il y a une soudure à faire. Mais il n'y a pas, à part peut-être savoir démonter son PC, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir. Cette activité, oui, pourrait être associée un petit peu au bricolage, parce qu'il y a évidemment il y a la partie technique et électronique, on va prendre en compte les contraintes physiques, les contraintes électriques, mais quand même une grosse partie où il faut user de l'huile de coude, donc il faut utiliser le Dremel, la scie sauteuse, il faut être quand même bricoleur. Et c'est vrai que ça détend un petit peu lorsqu'on passe sa journée assis sur une chaise devant un ordinateur. Moi, ça me fait du bien de sortir les outils et de bricoler un petit peu, quoi. Il y a du bricolage, on peut le dire. On a beau savoir bricoler et avoir quelques notions d'électricité ou d'électronique héritées des cours de techno ou de MT au lycée, c'est pas demain qu'on en atteindra le niveau de Johan, à moins qu'il y ait des cours par correspondance. Des sites de référence, oui, je pourrais citer par exemple Nokitech. Il y a hardware.fr. Bon, il y a un site qui s'appelle Jackie PC également. Jackie PC a été créé en l'an 2000, septembre 2000, avec l'aide d'Olivier qui est toujours avec moi aujourd'hui sur Jackie PC. On a lancé le site puisqu'il n'existait pas la même chose équivalente en français. Quand on a lancé le site, on s'est dit il ne faut pas qu'on se prenne totalement au sérieux, sinon on va vraiment passer pour des fous. Le premier site, la première idée c'était d'appeler le site Tuning PC France, ce qui n'aurait pas été très explicite. Par contre, on a eu l'idée tout d'un coup de jackiepc.com. Le Jackie, c'est le mot donc, péjoratif qu'on donne à une personne qui va faire du tuning sur sa voiture. C'est-à-dire, de temps en temps, un beauf. En s'appelant Jackie PC, on montrait qu'on ne se prenait pas forcément au sérieux. Donc, dès qu'on a créé le site, on a reçu pas mal de visiteurs, bon, bien sûr petit à petit. Les visiteurs venaient surtout car ils avaient vu des articles soit sur des sites internet, soit dans des magazines, soit spécialisés, soit généralistes, voire même à la radio, à la télé. La plupart venaient plus dans l'esprit rigoler, voir ce que Jackie PC a encore inventé, un PC avec de l'eau, un PC en bois. C'est plus juste le fun, décorer un boîtier pour qu'il soit voyant. C'est pas forcément défier un petit peu la technique. Le but de Jackie PC, c'est d'aider les personnes qui veulent se lancer dans un tuning en leur expliquant pas à pas avec de nombreuses photos comment installer une vitre, comment rajouter des ventilateurs, comment peindre le boîtier. Et par définition, si on suit les instructions de Jackie PC à la lettre, le résultat est normalement à peu près réussi. Et Jackie PC n'est pas responsable en cas d'échec, bien sûr. Mais le site est là pour aider les gens. Dès que quelqu'un trouve une nouvelle manip, une nouvelle idée, on le met sur le site pour que les autres puissent s'en inspirer. C'est vraiment l'esprit communauté, on s'entraide entre nous pour que chacun puisse s'amuser à faire un PC tuning. Le tuning PC est à la mode, il fédère et ses facettes sont multiples. Ceux qui ne fréquentent l'informatique que de loin semblent cependant ne rien connaître à ce phénomène. Pourtant, à bien regarder les rayons de nos supermarchés, nombreuses sont les pistes qui mènent au tuning. On voit des traces de tuning PC même dans les ordinateurs Hewlett-Packard, Packard Bell ou Sony, parce que par exemple, un petit détail tout simple, c'est avant les LED, les petits voyants lumineux étaient verts, tout le temps verts ou jaunes. Et le tuning, au départ, on s'est dit tiens, on va peut-être changer ça avec des voyants bleus, ça sera plus classe, entre guillemets, plus agréable. Et depuis, tous les PC qu'on voit à Carrefour, ou à Auchan ou à la Fnac ont des LED bleus. Il y a aussi des grandes sociétés comme Dell, tout simplement, qui pourtant habituellement s'adressaient avant aux entreprises, ont passé maintenant des machines réellement pour les tuners, pour les modeurs, ou des PC anodisés, en aluminium, avec différentes surfaces et structures, et ventilateurs, qui donnent des effets souvent très amusants, ouais, en effet. Est-ce que le tuning va vraiment durer? C'est assez difficile à dire, vu qu'on est encore dedans, on fait partie du mouvement, entre guillemets, on manque peut-être un peu de recul. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le tuning, entre guillemets, existe un peu sur les téléphones portables, avec les coques à changer, les sonneries à changer.
Ça, est-ce que ça va durer encore? Si le tuning de portable s'arrête, peut-être qu'on va s'arrêter en même temps. Peut-être que les gens vont se lasser des deux. Mais si l'un dure, je pense que l'autre perdurera aussi, tout simplement. Seul l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il arrive, toujours à l'image du tuning automobile où il existe des tuneurs qui assemblent simplement des kits carrosserie prêts à poser, il existe aussi de véritables artisans, des orfèvres du travail manuel. On ne parle plus de tuning mais de modding. J'ai commencé dans le 30 mètres carrés que nous habitions à Paris. Donc, on est trois, on a toujours eu 3 ordi. On s'en sert toute la journée, donc chacun le sien. Et c'est dans 35 mètres carrés, on voyait que ça, quoi. 3 ordi, c'était pas beau. Et on est parti d'abord avec mon ami sur de la peinture. On avait commencé à les peindre. Puis on a attaqué un peu plus dans le gras après, quoi. Surtout moi. Certains tuneurs sont presque des artistes. Les personnes par exemple qui font les PC spécialement pour une compagnie style Valve ou Intel. Et il y a même par exemple avec Jackie PC, on a participé à une exposition d'art moderne à la Villette où le thème c'était la personnalisation d'ordinateurs mais plus généralement, plus général que le tuning. Et là clairement Jackie PC a été invité pour faire un ordinateur mais c'était le cadre d'une exposition d'art moderne. La démarche est artistique à 100%, quoi. J'adore faire les belles choses. J'ai fait de la musique. J'aime bien créer. J'aime bien tout ce qui est une démarche artistique. Celui-là s'appelle Zio pour Théo, donc mon fils. C'est son cadeau. Donc Zio, pourquoi O? Peut-être pour original. C'était pour ses 6 ans. Et je voulais faire un truc qui pète quand même assez, il est assez chevalier, assez donc flamme, feu, enfer. Et j'ai donc pris ça comme thème. J'ai commencé par le côté, le dessus, et ensuite la façade, les pattes. Pour réaliser les découpes, je dessine avec un marqueur à CD. Ça ne s'efface pas. Et je prends mon petit Dremel et je suis les contours. Celui-là s'appelle Alpha, comme un début. Et l'autre s'appelle 40 parce que j'ai fêté un anniversaire il n'y a pas longtemps. J'avais envie d'un boîtier orange. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. J'ai vu une pub dans je ne sais plus quel magazine avec des beaux objets orange et ça m'a interpellé. Donc j'ai attaqué celui-là, j'ai récupéré un vieux hublot de machine à laver qui a servi sur le côté. J'ai démonté un musquetier pour obtenir les 3 jauges sur le côté. Fabrication du hublot du ventilateur avec des LED colorées. C'est un A et un B pour Alonso Bistro. C'est mon nick dans le milieu. C'était ma première bécane et elle était noire à la base. J'avais fait un premier tuning modding dessus. Et un soir, ça m'a pété. J'ai dit, je la refais quoi, complètement. Et je l'ai dépouillé, je l'ai rattaqué. Celui-ci, je l'ai préparé à peu près une semaine avant de venir. Donc c'est un petit peu brouillon, c'est pas propre comme je voudrais. Donc en fait, j'ai jamais de boîtier fini. J'aime bien construire, démolir pour reconstruire de nouveau. Donc j'ai toujours une machine différente, une nouvelle idée, je suis toujours en train de bricoler. Donc il n'y a jamais de version finale. Donc elle a été faite en plusieurs tranches de plusieurs mois. Et là, elle dure depuis 1 an et quelques. J'update de temps en temps quand ça me pète. Donc j'attendais pièces au niveau water cooling et ça traîne un peu, donc j'ai attaqué celui qui est dans l'atelier, le mode 40. Puisqu'on parle d'atelier, vous n'êtes pas un nerd, vous n'êtes pas un geek, vous êtes encore moins un bricoleur. Mais avouez que réaliser un PC modding pour votre fils, ça vous tente.
Mais au fait, pour attaquer la machine plus dans le gras, comme le dirait Alonso Bistro, cela ne demande pas un investissement lourd en matériel? L'outil indispensable, c'est le Dremel. Ça permet de découper l'acier, de découper le bois, de découper le plexi, de limer, de poncer, de faire tout ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire dessus. Il faut une bonne panoplie de tournevis, il faut un étau, il faut une lime, il faut des limes, il faut une scie à métaux, il faut tout un tas d'outils, de petits outils, pas forcément du gros matos. Puis il faut surtout pas mal d'imagination. Et de l'imagination, certains n'en manquent pas au regard de ce florilège de réalisation. On se demande d'ailleurs s'il ne devrait pas en avoir, comment dire, un peu moins. La preuve en image. Alors celle-ci, au départ, c'est un présentoir à piles que j'ai sauvé de la benne. C'est alors le boîtier, c'est le socle en fait, et puis tout le reste, ça monte et on pose des étagères. Et quand j'ai vu cette boîte, là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, quoi. Et j'ai attaqué ce PC là, quoi. Il y a un ordinateur par exemple qu'on présente sur Jackie PC qui a hyper bien marché. C'est un Belge qui a fait un ordinateur sur le thème d'Half-Life 2. Il en a même fait 2. Pour cet ordinateur-là, il a utilisé tous les éléments du jeu, c'est-à-dire la rouille, le pied de biche, les vannes, les éléments radioactifs, etc. Par exemple, pour la rouille, il est allé chercher un produit qui imite de la rouille qui est utilisé normalement pour restaurer des meubles anciens, des parties cuivrées, des poignées de porte, des poignées de commodes, etc. Il allait donc aller dans les magasins spécialistes de restauration de meubles, acheter ça, l'application de l'ordinateur, appliquer aussi d'autres petits détails sur le thème d'Half-Life 2, et au final ça donne un ordinateur qui est presque à la limite d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il est vraiment, on a l'impression que l'ordinateur a été extrait du jeu. Et l'impression est tellement réussie que Valve, c'est-à-dire les créateurs de Half-Life, lui ont demandé de faire un PC qui a permis de présenter Half-Life 2 pendant les salons de jeux vidéo type eCube, Comdex à Las Vegas, etc. À l'heure actuelle, j'ai aucune idée quoi, sur la prochaine machine. À partir de quoi, sur quelle base, je ne sais pas encore. Il ne fabrique plus de pièces pour votre modèle. Oups. Ce qu'il vous faut, c'est une mise à jour, avec porte-gobelet inclus. L'évolution, je la sens de plus en plus modding en fait. C'est-à-dire à partir d'un objet qui va m'inspirer, qui aura sûrement rien à voir avec un boîtier à la base. Plus que tuning, j'ai vraiment envie de fabriquer des nouveaux objets par rapport à un autre objet, en fait. La transformation. Dans le même principe, il y a une personne aux États-Unis qui a une formation à la base d'effets spéciaux pour le cinéma, qui a créé pour Intel un PC avec des morceaux de silice, c'est-à-dire le silicium, c'est qu'on retrouve dans les microprocesseurs. Il a fait un PC vraiment, ça ressemble à un masque, entre une sculpture, une œuvre d'art et un PC et du tuning, vraiment un mélange. C'est Intel qui lui a demandé à faire cet ordinateur-là, avec le nom Silicium Rising, bien sûr, avec le thème toujours des microprocesseurs. Et il a fait cet ordinateur-là, c'est quasiment son travail maintenant de faire des ordinateurs spécifiquement pour des salons. Il a utilisé des méthodes du cinéma, des effets spéciaux, de la sculpture, de la peinture, pour faire vraiment cette mini-œuvre d'art en fait. Ça me prend pas mal de temps. Et j'ai la chance d'avoir une copine et un fils qui jouent le jeu. On est tous quand même un côté indépendant dans la famille. Mais j'avoue que j'ai tendance à exagérer un peu quand même. J'y passe un peu trop de temps. Il est vrai que certains moddings méritent leur place au panthéon de l'informatique, voire dans un musée. D'ailleurs, en dehors du célèbre Computer Museum de San Diego, existe-t-il des collections privées d'ordinateurs? Eh bien oui, c'est pour cela que nous vous convions en Suisse, non pas pour voir les belles Helvètes, mais pour découvrir l'école polytechnique de Lausanne, sa collection permanente d'ordinateurs et son europropriétaire Yves Bolognini. Bolo pour les intimes. Il y a 10 ans, j'ai commencé à collectionner les vieux ordinateurs parce que j'en ai trouvé un dans la rue, en fait, dans les déchets. Et puis j'étais étudiant informaticien à l'époque.
Et donc, ayant trouvé un ordinateur, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est que ce vieux truc? Et puis, en fait, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai mis des petites annonces et puis j'ai commencé à collectionner. L'informatique, c'est ce qui a produit à la fois, ce qui a produit de la destruction finalement. Si on mettait d'un côté tous les objets actuellement utilisés et si on le comparait à tout le parc informatique des objets qui ont été détruits, ou qui ont été parfois recyclés, on s'aperçoit que la disproportion est énorme. Je pense qu'il y a une certaine urgence à collectionner les ordinateurs aujourd'hui. Donc simplement parce que l'ordinateur est devenu vraiment un objet de tous les jours. Et donc on ne pense pas qu'un ordinateur peut être intéressant du point de vue historique. Et pourtant, c'est extrêmement important de conserver au moins un exemplaire de chaque machine qui a été faite parce que actuellement, on a des PC et des Mac, mais dans les années 80, par exemple, on avait une diversité incroyable de systèmes et de logiciels, de systèmes d'exploitation, de matériel, de tout ça. Donc aujourd'hui, on a quand même une histoire de la technique qui produit de l'oubli, qui produit du néant en fait. Et à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui collectionnent ces objets, c'est peut-être pour retrouver une espèce de sédimentation, pour redonner une perspective historique à tout ça. Ce qui pousse l'être humain à collectionner, c'est avant tout un manque qui est présent chez tout être humain, qu'il croit pouvoir combler par des objets. J'ai environ 1000 objets dans ma collection. Et puis je compte environ 500 ordinateurs différents, plus des consoles de jeux, des calculatrices, ce genre de choses. Les périphériques aussi, imprimantes, sans compter les magazines. J'ai à peu près 3000 magazines d'époque. Les livres, j'ai à peu près 800 livres d'époque. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse, côté bibliothèque. Avec 1800 objets, c'est un gros manque à combler qu'affiche notre ami Bolo. Je plaisante, d'autant que la performance force le respect. Mais au final, comment constitue-t-on une telle collection? Quelles sont les méthodes d'investigation? Y a-t-il un saint Graal à posséder absolument? Pour aller rechercher des anciens ordinateurs, pour moi, il y a eu une évolution. Au début, j'avais une toute petite collection. D'abord, je ne savais même pas que ça allait devenir une collection, en fait. Je récupérais quelques machines par-ci, par-là. La première chose, c'est quoi? C'est mettre des petites annonces. Là, j'ai mis dans un supermarché de la région une petite annonce gratuite pour essayer de récupérer des ordinateurs. Donc en 95, il y avait encore pas mal d'ordinateurs dans les greniers. Je dirais c'était vraiment, les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait des vieux ordinateurs qui étaient intéressants du point de vue patrimoine. Donc il y avait pas mal à récupérer. Ensuite, je dirais, j'ai fait 1 ou 2 expositions. Donc il y a eu quelques articles dans les journaux. Donc là, je faisais un peu moins de publicité par moi-même, par les petites annonces. Ça venait un peu plus vers moi, je dirais. Et ensuite, l'énorme pas en avant, c'est naturellement l'exposition permanente ici. Parce que là, naturellement, qu'on est beaucoup plus visible. Et là aussi, il y a eu les articles dans les journaux comme ça, ce qui fait que maintenant, je ne recherche plus par moi-même, sauf pour des pièces bien précises que je recherche moi. Le collectionneur est toujours dans un état de collection. Il est toujours en train de, qu'il soit collectionneur depuis 1 semaine ou collectionneur depuis 100 ans, il est toujours dans un état d'avancement de quelque chose qui n'a pas de fin. Donc c'est ça qui est intéressant avec le collectionneur, c'est qu'il nous renvoie à quelqu'un qui probablement subit une angoisse, qui peut être générée par la société notamment, l'angoisse de la fin. Alors ça peut être une angoisse de la mort, ça peut être une angoisse de la finitude, l'angoisse du point final, et qui fait que globalement, à travers tous les collectionneurs, on aura des gens qui recherchent les séries illimitées. Je dirais maintenant, le domaine de recherche, c'est principalement les ordinateurs plus anciens. Donc les débuts de la micro-informatique et même si possible encore avant. Donc les années 60-70. Naturellement, plus ça avance, plus c'est difficile de trouver des machines comme ça, en partie aussi parce que c'est des grosses machines et que quand c'est dans une cave, dans une entreprise, au bout d'un moment, il y a besoin de place et donc ça part à la casse assez rapidement. Vous l'avez compris, le Graal de Bolo, c'est les machines des années 50. Pourtant, l'homme est déjà fort comblé. Il possède même l'IMSAI 8080 du film War Games. Paradoxalement, ce n'est pas l'objet collectionné qui va attirer le collectionneur, mais c'est plutôt la promesse de cet objet
de lui permettre de rentrer en relation avec les personnes qui, comme lui, ont une passion pour cet objet. Comme s'il y avait une fonction totémique finalement de l'objet dans la collection et qui ne renvoie pas non pas au caractère de l'objet, mais à ce que ça représente aux yeux de ceux qui éprouvent cet attrait pour cet objet. Je fais partie d'un club de collectionneurs francophones, donc c'est un club virtuel où il y a pas mal de membres, donc il y a pas mal de collectionneurs. Je dirais, c'est pas toujours des collectionneurs qui ont 500 machines, mais je dirais ça commence vraiment à avoir une communauté de collectionneurs. Et à côté de ça, il y a une association, l'association ABCM, les Amis du BCM. Et donc là, c'est une association qui a vu le jour en 2001. Et on est, je dirais, une dizaine de membres vraiment actifs, mais autrement l'association compte 90 membres. Et autrement, donc, on se retrouve une fois par semaine, un soir par semaine, donc c'est quand même une association très active. Et c'est principalement des passionnés du matériel, mais il y en a quelques-uns qui sont aussi, comme moi, passionnés par l'histoire de l'informatique vraiment, et par le côté patrimoine, etc. Ma collection, j'ai commencé en tant que collectionneur pur et dur, et j'ai un peu, au fur et à mesure, découvert qu'il y avait une histoire de l'informatique extrêmement riche, et qui partait à la poubelle à une vitesse incroyable. Et donc ça, je dirais que ma collection est devenue quelque chose, j'espère, une façon de conserver un certain patrimoine. Collectionner, c'est produire effectivement de l'histoire, c'est produire de la légitimité, c'est produire de l'antériorité, c'est produire quelque chose qu'on va pouvoir, comment dire, c'est produire un phénomène qu'on va pouvoir ancrer dans une perspective, dans une tradition. Donc c'est trouver une légitimité à quelque chose qui était vécu jusqu'à présent comme quelque chose disons, d'une certaine vacuité finalement. Donc c'est d'une certaine manière commencer à vouloir avoir un discours sûr. C'est ne plus être dans la consommation de ces machines, mais c'est au contraire trouver une antériorité, trouver un discours sûr et d'une certaine manière trouver, comment dire, reconstruire, reconstruire à travers la collection une honorabilité finalement de la pratique. Les objets techniques, les machines, les micro-ordinateurs en particulier, sont une collection quand même tout à fait particulière dans l'univers des collectionneurs. Il y aurait deux manières finalement de l'aborder. La première, c'est de voir une forme d'ironie d'une génération qui a été bercée par l'informatique comme étant la promesse de quelque chose qui allait faire évoluer la société dans ce qu'on a appelé le mythe du progrès. Donc d'une certaine manière, dans l'éphémérité de la micro-informatique, il y avait le fait que toute nouvelle technologie rendait caduque la précédente et qu'il y avait cette espèce de course au futur et course à l'efficacité. La course au futur, le fameux mythe du progrès. S'il y a bien des amoureux de la machine pour qui cette quête est permanente, ce sont les technomaniacs. Ils sont, d'après l'UFC Que Choisir, plus de 20 000 en France, à ne vivre que par la technologie. Ce sont les early adopters. Mais qui sont-ils ? Je crois que tout démenti quasiment, ce sont ceux qui achètent le matériel sitôt, le nouveau matériel en tout cas est le plus performant très souvent, sitôt sorti. C'est vrai que je suis assez friand de tout ce qui est technologie, par exemple, les MP3, les lecteurs de MP3, j'ai tout de suite acheté un lecteur de MP3. Comme avant, j'avais acheté un lecteur de mini-disque. Bon, tout ce qui est, j'aime beaucoup la musique, donc c'est clair que dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, j'essaye de l'acheter. Le early adopter est donc une personne qui va donc acheter le tout dernier gadget technologique à la mode et en général va l'exhiber. En fait, ce sont sans doute un petit million de personnes en fait, qu'on pourra retrouver dans le monde entier qui ont tendance à acheter tout ce qui sort, et principalement les derniers produits les plus performants, comme les cartes graphiques typiquement, les processeurs à la mode, les disques durs ultra rapides, et même de temps en temps tout simplement des boîtiers en aluminium très design avec plein de connecteurs, plein de petites choses dans ce goût-là. Dans l'ensemble, j'aime bien la technologie, j'aime bien renouveler mon matériel, j'aime bien avoir un matériel qui est un petit peu au top, quoi. Par exemple, pour mon PC, j'aime bien renouveler régulièrement les composants pour toujours qu'ils soient au top. J'aurais tendance à penser que le early adopter peut être non pas forcément un amoureux de la machine, mais un amoureux peut-être de ce qu'elle peut donner à voir. C'est toujours très intéressant lorsqu'on prend le TGV, alors peut-être plus en première classe, de se rendre compte à quel point certains déballent un trésor de technologie qui va mêler les derniers Palm à un portable
qui va relier à toutes sortes de prothèses un peu fantasmatiques dans lequel il peut projeter quelque chose je dirais, d'une puissance que nous, psychanalystes, on appellerait phallique. Donc on pourrait se dire que certains auraient ce qu'on appellerait le phallus numérique. Et c'est vrai que l'objet technologique va pour certains remplir cette fonction. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'en servir, mais en même temps, si on réfléchit bien, l'idée du gadget, c'est pas forcément d'être utile. Oui, j'ai effectivement une anecdote sur les early adopters. En discutant avec un constructeur des cartes graphiques, Nvidia en l'occurrence, ils nous ont annoncé que même s'ils sortaient une carte graphique encore plus chère que celle qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire à plus de 800 ou même 1000 €, il y aurait de toute façon toujours un petit million de personnes dans le monde entier qui achèteraient cette carte graphique. On peut peut-être aussi le percevoir, en tout cas chez ce qu'on a appelé ce phénomène des adolescents, c'est-à-dire au fond des personnes d'un certain âge qui, ne supportant pas l'idée au fond de vieillir, vont acheter ces gadgets comme si au fond le gadget lui permettrait de rester éternellement jeune. Le souvenir, c'est peut-être cela la clé de cet amour de la machine. Souvenez-vous les premiers cours d'informatique à l'école sur Thomson TO7 et puis nos premières parties de jeux vidéo, ces merveilleux mercredis après-midi où on allait chez les potes pour aller jouer à la console Atari, la fameuse 2600. À nous les parties effrénées de Pac-Man, de Casse-Briques ou de Centipede. C'était le bon vieux temps. Ce qui explique le rétro gaming, donc le fait de rejouer à des vieux jeux, des années 80, par exemple, comme Atari, vous le soulignez, c'est avant tout le marché. C'est avant tout le marché, c'est-à-dire les éditeurs ont décidé de relancer cette consommation pour des joueurs qui ont maintenant une trentaine d'années, qui ont laissé tomber un peu les consoles à l'époque et qui vont pouvoir retrouver un peu cette enfance qu'actuellement, dans un monde un peu désenchanté, une époque un peu qui est tumultueuse, où la technologie se renouvelle rapidement, où ils perdent effectivement leurs repères, vont pouvoir retrouver un peu toute l'innocence, toute la stabilité de cette enfance un peu magique et encensée que sont les années 80. Les années 80, le mot est lâché. Les rééditions de vieilles consoles et de jeux 2D de l'époque ne cessent d'envahir les têtes de gondole de supermarchés. Après les TV-Pads et autres Play TV remises au goût du jour, c'est au tour de la célèbre marque Atari de voguer sur la vague du rétro gaming. La flashback en fait correspond à la volonté d'Atari de faire revivre son histoire dans sa globalité. Le passé d'Atari est très très long en termes d'une part historique à l'échelle du jeu vidéo. C'est une marque qui a plus de 30 ans. Peu de marques dans cette industrie peuvent s'en targuer. D'autre part, il y a toute une richesse du catalogue d'Atari qui a été exploitée sur cette machine en particulier. Ça a été la volonté de remettre en avant la 7800 qui a été une console clé dans la carrière d'Atari. C'est une machine qui en fait succédait à l'Atari 2600 qui avait été un immense succès, qui apportait une nouvelle dimension technologique, ce qui nous permettait en fait de pouvoir apporter un peu le meilleur de ces deux mondes au sein d'une petite machine qui est l'Atari Flashback. Toute la vague du rétro gaming passe en fait par cette phase de nostalgie, la volonté véritablement de retrouver toute l'expérience de gameplay, tous les souvenirs qui y sont attachés. C'est également d'une part un point de vue purement design, parce que les machines de l'époque ont véritablement la symbolique de l'époque. Si vous prenez l'Atari 2600 dans ses premières versions telles qu'elles ont été commercialisées à la fin des années 70, avec cette espèce de look un peu acajou, avec du bois, etc. Look qu'on retrouve tout à fait dans les consoles de type Mattel Intellivision, etc. Et c'est véritablement d'une part un parti pris design, le rétro gaming, dans l'approche, dans les machines, retrouver en fait l'essence d'un objet du quotidien de l'époque, du début des années 80. Et puis il y a également un parti pris de jeux purs. On se retrouve face à des jeux qui sont très simples à prendre en main, qu'on peut prendre en main instantanément. Les jeux à l'heure actuelle sont ultra technologiques, très performants, et d'un point de vue visuel et d'un point de vue possibilité. Mais on s'aperçoit très rapidement, en jouant à des jeux rétro, qu'ils n'ont rien perdu de leur potentiel de captivation, d'avoir vraiment la possibilité de s'imprégner complètement d'un jeu. Il y a cette éternelle, peut-être, nostalgie, véritablement, d'une réalité, de ces premières images, de ces premières impressions de jeu d'enfance.
Donc on pourrait se dire qu'à chaque fois, ce n'est qu'un révélateur, non pas, je dirais, du plaisir de jouer, mais plutôt de se dire peut-être, ça c'est j'imagine, peut-être que ça vient révéler au fond peut-être aussi une culpabilité à l'idée de jouer à des jeux vidéo alors qu'on est un adulte. Donc comme si au fond jouer à un jeu vidéo en 2D sur une vieille console nous permettrait de se dire que oui, vraiment à ce moment-là, on est dans le temps de l'enfance, pourquoi pas de sa propre enfance. Cette génération a vraiment le souhait, on va dire c'est sa Madeleine de Proust, le vrai souhait de se replonger dans ses souvenirs, et ce souhait passe par retrouver les sons de l'époque, les graphismes de l'époque et bien évidemment les jeux de l'époque, tant qu'à faire au travers des consoles de l'époque. La Madeleine de Proust numérique, c'est donc une des pistes qui justifie cet amour de la machine, qu'elle soit PC ou console d'ailleurs. Mais alors, comment expliquer le nombre de jeunes tuneurs et de jeunes modeurs qui n'ont pas vécu les prémices de l'informatique et de la culture vidéoludique? Serait-ce, comme pour le tuning automobile, un simple amour de l'objet, ou bien plus encore? Pour revenir sur l'amour de la machine est celle qui va s'occuper un peu du sujet, du joueur par exemple, comme d'une mère. On peut avoir cette idée-là. D'ailleurs, dans Matrix, c'est la matrice. Et la matrice, celle qui génère, c'est la mère. Et on connaît l'amour des garçons pour leur mère. Donc véritablement, cet amour-là, il est d'un retour un peu à la fusion mère-enfant, où l'enfant, là, va disposer de tout ce que peut lui apporter la mère pour conquérir le monde. Et là, on a ce fantasme-là également chez le joueur ou le passionné d'ordinateur, que la machine peut lui apporter, avec sa richesse, sa technologie foudroyante, peut lui apporter toutes les armes pour conquérir le monde, peut lui permettre énormément de choses.